Put Your Soul on Your Hand and Walk est un accident à la fois, un miracle, un hasard, beaucoup de choses qui a vraiment non seulement m'a accompagnée pendant un an, mais a vraiment affecté ma vie et que j'accompagne depuis pratiquement un an. Donc il y a eu une année passée à converser, à échanger avec Fatma Hassouna, que j'appelle Fatem, qui était une photographe palestinienne de Gaza, qui a été ciblée, assassinée le 16 avril 2025, le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes, dans la sélection Acide, que j'avais rencontré un peu par hasard, comme je le disais, mais l'étincelle, l'idée du départ du film est née d'un besoin vraiment urgent qui était devenu un peu une obsession pour moi, et qui était l'absence de la voix palestinienne dans les médias pendant tous les mois qui avaient suivi les attaques du Hamas survenues le 7 octobre 2023 et toute la réponse, les représailles israéliennes et le traitement médiatique surtout en fait qui a été fait autour de ça. J'avais été d'abord surprise puis choquée par justement cette absence et à un moment donné j'ai eu besoin de me rapprocher pour aller comprendre ce qui se passait. Et comme je n'ai pas pu entrer dans Gaza et passer par Rafah, comme c'était l'idée au départ, c'était un peu naïf sans doute de ma part de penser que j'y arriverais. À ce moment-là, le siège était total et Rafah était bien fermé. Aucun journaliste, aucune caméra, personne ne pouvait entrer. Du coup, je suis restée bloquée au Caire et c'est comme ça, de cette distance qu'est né le film, après avoir rencontré Fatem. D'abord la sphère privée-publique, moi j'ai grandi là-dedans, dans un pays, l'Iran, mon pays de naissance, où il fallait toujours faire attention à ce qu'on allait dire à l'extérieur. Moi je viens d'une famille politisée où justement le dedans et le dehors, faire gaffe, ne pas tout dire, cacher certaines choses, ça j'ai grandi là-dedans en fait. Je n'ai, je crois, jamais pu faire abstraction du fait qu'une chose pouvait être dite ou pas. Ça, c'était même en tant que gamine, quoi. Ensuite, quand j'ai voulu faire du cinéma, du coup, je me suis effrontée à vouloir rentrer en Iran, et faire des films en Iran pour les Iraniens, alors que j'étais déjà à Paris. Chose que j'ai essayé de faire pendant un certain nombre d'années. Mes films étaient toujours censurés, ou j'avais pas l'autorisation de tournage. J'ai d'ailleurs fait un film qui s'appelle Téhéran sans autorisation, que j'ai fait avec un portable, un petit Nokia pourri en 2008-2009, donc déjà, parce qu'ils voulaient pas me laisser tourner. Et tout l'enjeu, en fait, pendant ma vie, mais aussi ma carrière de cinéaste, a toujours été surmonter les obstacles qui t'empêchent de communiquer. Alors, ou de communiquer directement avec ton sujet, ou de communiquer ce que tu as fait avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Tout ce que j'ai fait, pas tout, mais disons que, mais même mon film d'animation La Sirène qui est sorti, ça a duré 8 ans, la fabrication de film, mais il est sorti en 2023. Le choix de l'animation venait de l'impossibilité de faire ce film en prise de vue réelle. C'est la première fois que je faisais de l'animation, je ne dessine pas, c'est un grand handicap, on va dire, mais j'étais persuadée que j'y arriverais, entourée d'une bonne équipe, et avec les bons collaborateurs, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il était impossible de faire le film autrement. Donc c'est encore une fois un choix de format, un choix de moyens qui, tu me diras, l'art, ça n'est que ça, en fait. C'est l'art de choisir le bon format, la bonne forme et le bon matériel pour exprimer ce qu'on a envie et besoin d'exprimer. Mais quelquefois, ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est carrément une impossibilité de faire... j'ai fait des films en Afghanistan, par exemple, j'en ai fait 2 fois. Pareil, là, j'ai eu recours... j'avais une caméra à moyen format à chaque fois, mais aussi je tournais avec le portable parce qu'il était impossible de filmer certaines séquences sans
Enfin, normalement, quoi. Avec une caméra visible, c'était trop dangereux. Ou c'était carrément impossible, ou c'était dangereux. Dans cette voile, donc il y a un autre documentaire que j'ai fait entre Bamiyan et Kaboul en 2016, fini en 2017, donc le film. Le tournage, ouais, je l'ai tourné en 2016. Pareil, on pouvait se faire massacrer. J'aurais pu me faire complètement... j'aurais pu perdre la vie, quoi, si ils voyaient que je filmais. Mais je l'ai fait, en partie avec un portable, lorsque j'étais dehors, quoi, dans la rue, dans le bazar de Kaboul. Enfin, il y avait des scènes où c'était pas possible autrement. Et donc, il s'agit toujours de faire c'est un choix, en fait, entre... Bon, je le fais de cette façon-là ou le film n'existera pas. Et là, c'était pareil pour Put Your Soul. Ou bien, il fallait que je fasse avec cette impossibilité d'entrer physiquement dans Gaza, ou bien ne pas faire de film. C'était... ou faire un film d'archives, enfin... Mais faire un film sur ce qui était en train de se passer à Gaza à ce moment-là, donc... pendant le génocide israélien, cet épisode-là en tout cas, 2023 et jusqu'à aujourd'hui pratiquement, parce que bon, ça a peut-être baissé en intensité, mais la nature même de ce blocus sur Gaza n'a pas changé. Et il est toujours là, ce blocus. Les Palestiniens sont bien enfermés, bien privés, bien coupés du monde, tout le dispositif du siège est encore complètement actif. C'est juste qu'il est un peu plus peureux. On a laissé entrer un tout petit peu pour enlever cet effet d'asphyxie et de famine et tout ça. Mais enfin, en réalité, et ils sont encore plus oubliés du monde maintenant qu'il y a un an. Donc c'est ça en fait. Et avec l'Iran, j'ai souvent les mêmes contraintes, à savoir que depuis 2009, je ne peux plus rentrer en Iran. Donc j'ai fait un autre film qui s'appelle Red Rose, qui est une fiction, mais avec des images d'archives aussi de la vague verte. Le film, je l'ai tourné en 2013 à Athènes, parce que je ne pouvais pas tourner à Téhéran. Là où je me suis placée pour faire le film, c'est de là où j'étais, à chaque moment où j'étais face à elle. C'est-à-dire dans ma vie parisienne, dans mes voyages, en tant que cinéaste, faisant des festivals ou me déplaçant pour des raisons privées, dans un privilège qui n'est pas indéfini, mais qui est quand même grand comparé aux restrictions auxquelles... Fatem était confrontée, c'est-à-dire ne pas pouvoir bouger, être privée de beaucoup de choses. Donc il me semblait intéressant, et important, pas intéressant, juste important, de marquer cette différence entre sa normalité à elle, ou l'anormalité qu'elle trouvait normale, et la mienne, que je trouvais par moments, par contraste, anormale, puisque moi ça me gênait de disposer de tout ça, alors qu'elle était privée de pratiquement tout ce que j'avais, quoi. Je pense que dans le film, ce qui fait que les spectatrices remarquent et sentent ça, c'est justement la mise côte à côte de cette différence, de ce décalage, de ce fossé. Si je coupais tout ce qui concernait ma vie, alors il faut un dosage pour que ça ne devienne pas indécent. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est déjà indécent, c'est possible, hein, mais pour montrer ma vie, je pense que c'était ça en fait l'idée, et elle le demandait en plus, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je lui ai montrées qui ne sont pas dans le film. C'était à sa demande en fait, elle avait besoin, elle voulait savoir où j'étais, elle voulait savoir si j'étais à la mer, alors il ne s'agissait pas de lui envoyer des selfies avec, mais je pense que c'était en fait... une bouffée d'air qu'elle recevait du monde extérieur pour montrer aussi ce qu'était cette normalité. Elle m'a raconté, c'est pas dans le film, mais une seule fois, il était prévu qu'elle aille étudier à l'étranger, en dehors de la Palestine, je crois dans les Émirats, je ne me souviens plus du pays, et en fait c'est tombé à l'eau parce que, les événements sont arrivés, donc c'était fini. Et ça, c'est quelque chose
D'hallucinant et en même temps je le comprends parce que moi je l'ai vécu pendant quelques années. Bon, c'était certes une période plus courte pour moi, mais entre le moment où adolescente j'ai été emprisonnée et à la fin, après ma libération, j'ai été privée de mes droits, de tous mes droits et je ne pouvais pas quitter le pays. Et le moment où j'ai pu en effet quitter l'Iran et je suis arrivée à Paris, il y a eu quand même 2-3 ans de quasiment enfermement total, quoi. C'est-à-dire que j'étais d'abord quasi une année en prison, ensuite 2 années enfermée chez moi parce que je pouvais rien faire d'autre que où je sortais sous surveillance ou où j'étais à la maison. Donc en fait, je sais ce que ça veut dire, même si c'est loin dans ma vie. Mais ça fait aussi que je pouvais correspondre dans mon imaginaire et émotionnellement d'une manière différente avec ce qu'elle me racontait que si je n'avais pas eu cette expérience en tant qu'Iranienne. Alors je ne sais pas si en tant que cinéaste on a peut-être envie, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on intervient pour changer ce qu'on est en train de filmer? Je ne sais pas. Bon, on fait, en tout cas, ça c'est un grand débat de cinéma et philosophique aussi. Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on intervient? Est-ce qu'on change le sujet? Forcément, on le fait d'une manière ou d'une autre, puisque en se mettant face à quelque chose, face à un sujet, on interagit de toutes les manières. En général, l'éthique voudrait que, bon, voilà, on reste, derrière la caméra. Enfin, quoique dans certains de mes films, je passe devant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça me gêne pas forcément. Ça dépend. Il faut que ce soit assumé. Je veux dire, si le sujet est en interaction profonde avec moi, bah je suis derrière, je passe devant. Enfin. Ça, c'est un autre film que j'ai fait en Grèce. Encore une fois, c'est un portrait de 2 personnes qui étaient des amies. Et donc, j'étais la réalisatrice, certes, mais j'étais aussi l'amie. Donc, je passais devant la caméra lorsqu'il s'agissait d'être avec mes amis que j'étais en train de filmer. Donc, du coup, je devenais sujet de mon propre film. Mais est-ce qu'on le change ou pas ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que dans ce cas précis, dans Put Your Soul, la frustration était immense parce que même sans vouloir changer, quelquefois tu veux juste aider en fait ton ami. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai que je crois qu'on peut faire cette catégorie. Il y a des gens qui arrivent à filmer des gens qu'ils n'aiment pas. Ou qui détestent même. Moi, j'ai du mal. Quand je fais un film, il faut que j'aime mon sujet. Ou que je sois en empathie. J'ai du mal à faire... c'est un signe de force, hein, les réals qui arrivent à faire des films sur les gens dont ils n'approuvent pas du tout les actes, où ils sont émotionnellement opposés à... C'est fort hein, de pouvoir faire ça. Mais moi, en général, je n'arrive pas, c'est pas mon fort. Et donc, filmer quelqu'un qu'on aime et le voir en difficulté et ne rien pouvoir faire à part l'écouter, c'est ce qui était le cas entre Fatem et moi. C'était extrêmement dur. Et en effet, la mauvaise conscience était là souvent. Mais et les gens me posent la question plein de fois. Les amis, même en dehors du cinéma, disent « mais je ne peux pas regarder. Je ne peux plus voir les images de la Palestine. Je ne peux pas voir les images de la guerre en Iran. Comme je ne peux rien faire, ça me... » Et moi, je leur réponds, en fait, le problème ne disparaît pas parce que tu ne le regardes pas. Le problème, il est là. La question, c'est est-ce que toi, tu veux détourner ton regard ou pas? C'est ça, en fait, la question. Et après, est-ce que tu peux faire quelque chose ou pas? Mais à minima, d'avoir conscience, qu'il y ait une prise de conscience, d'être informé et d'en informer d'autres. Donc moi, pendant toute cette année où je l'ai suivi et je l'ai filmé, l'idée, c'était, évidemment, dès le départ, d'en faire un film. Parce que j'aurais pu arrêter, j'aurais pu dire oui, c'est indécent, je ne peux pas filmer, je me sens mal. Mais si je m'étais laissée aller à ces considérations qui sont tout à fait compréhensibles et que je ne juge pas, parce que ça peut être celle d'autres personnes, on n'aurait pas eu le film, on n'aurait pas eu son histoire, j'aurais pas pu la partager avec les autres. C'est important que le film existe parce que je crois que c'est un document historique en fait. Aussi, au-delà de cette intimité entre elle et moi, c'est un document historique parce que c'est une radiographie d'une année de ce génocide, à distance certes, mais de voir comment on peut infliger ça à des gens, à une personne qui est aussi lumineuse, aussi
forte et généreuse, on voit ce qui s'opère sur Fatem physiquement et psychologiquement. Comme ça, au fur et à mesure des conversations. Et ça, c'est rare qu'on puisse le montrer de cette façon-là au cinéma, avec ces restrictions-là. Et moi, c'était encore plus flagrant, parce que comme j'étais dehors et que j'étais à distance, je le voyais encore plus, moi. Et nous, enfin les spectateuristes, le perçoivent de façon encore plus flagrante, parce que justement, ils sont à ma place et ils voient qu'elle se transforme en fait devant la caméra. Et ça, c'est assez unique et c'est terrifiant. Oui, ce qui est vraiment important et ce qui nous manque, c'est l'empathie, la façon d'avoir une empathie en fait au long cours, parce que c'est exactement l'effet inverse de ce que font les flash news. 5 morts ici, une attaque là, un bombardement, 10 personnes blessées, 2 morts, et ça devient une litanie de chiffres. Et c'est pas qu'on les oublie, mais même pour mon propre pays, l'Iran aujourd'hui, depuis une trentaine de jours, depuis le 28 février, est sous les attaques israélo-américaines. D'un côté, et de l'autre côté, la population est réprimée par le régime. Bon, là, quand on connaît quelqu'un, c'est autre chose, mais je veux dire, les villes, les quartiers que je connais, on reçoit des chiffres et des statistiques. À un moment donné, ça commence à s'accumuler et ça banalise. Et à moins d'avoir, et lorsqu'il y a par exemple des témoignages qui arrivent, qui donnent il y a des femmes, d'ailleurs beaucoup de femmes qui écrivent, en fait, la plupart des témoignages qu'on reçoit sont des femmes, et je trouve qu'il y a quelque chose dans la façon dont les femmes racontent le quotidien qui est différent et qui est très fort dans une sorte de, je sais pas, c'est très terre à terre dans les détails, et ça, à la fois c'est beau et c'est glaçant, parce que justement on voit tous les froids, enfin, de la guerre, et ça donne énormément de vie à tout le reste des nouvelles qu'on reçoit comme ça, et qui disparaissent en fait. Une nouvelle en chassant l'autre. C'est ce qui se passe. L'actualité iranienne, la guerre au Liban, la guerre en Iran, a un peu couvert la continuité du génocide en Palestine, donc à Gaza, mais surtout en Cisjordanie, là où les choses vont de plus en plus mal. Mais en fait, on en entend de moins en moins parler. Nous, ça faisait un moment qu'on attendait. Malheureusement, déjà, il y avait eu un épisode de guerre en juin 2025. La complexité de la chose est que en Iran, depuis 47 ans, donc depuis 79, on est quand même entre les griffes d'un régime autocratique qui est une des pires dictatures qui existent. Mais ceci ne donne pas le blanc-seing à des pays étrangers, en l'occurrence les États-Unis et Israël, pour attaquer, malgré ce qu'ils disent, soi-disant pour sauver les Iraniens, le peuple iranien. Donc comment je me positionne? J'ai toujours été contre cette intervention, je l'ai toujours dit, que ça n'allait pas aider, que ça allait faire que renforcer le régime, la répression du régime, c'est ce qu'on est en train de voir. Malgré tout, la propagande américano-israélienne est tellement forte, mais surtout israélienne, là, en fait, il y a quand même une partie de la diaspora iranienne qui est complètement inféodée à et se fait porte-parole et porte-voix d'une logique qui voudrait que les attaques aujourd'hui en Iran sont faites pour le bien du peuple iranien. Et qu'il n'y a que des cibles, qu'on n'ait que des cibles militaires qui soient visées, que l'on ne touche pas à l'infrastructure de base, ce qui est complètement faux, bien entendu, puisqu'on voit de plus en plus les nouvelles arrivées qui montrent tout le contraire. Et dès le premier jour, d'ailleurs, parce que l'école de Minob, cette école de filles, c'est le 28 février, c'est carrément le premier jour des attaques, et c'était une attaque américaine qui a été niée, mais puis au bout d'une dizaine de jours, finalement, l'erreur a été acceptée par Pentagone. C'est énorme comme carnage. Des enfants, oui.
Tout ça pour théoriquement annihiler la menace iranienne par rapport à l'existence de l'État d'Israël. C'est vrai que le régime iranien a déblatéré depuis une quarantaine d'années des inanités sur Israël qui n'ont pas lieu d'être et qui ne servent à rien, si ce n'est à donner le bâton pour se faire taper dessus et qui font beaucoup de mal et aux Iraniens et aussi à la cause palestinienne qui est instrumentalisée aussi par le régime iranien. Donc le régime iranien en fait a cette histoire d'axe de résistance, les proxys iraniens, tout ça. Alors, il y a beaucoup de... On fait monter la mayonnaise, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que l'Iran a financé le Hamas, en partie, a financé le Hezbollah, malheureusement, au lieu de dépenser de l'argent pour le bien des Iraniens, l'a dépensé ailleurs pour faire du mal. Et ça a légitimé ces attaques. Mais ces attaques, en même temps, ne sont pas faites pour le bien des Iraniens, et sont en train de ruiner le pays. Ils sont en train de raser le pays. Les nouvelles qui arrivent, enfin, il y a les usines pharmaceutiques qui ont été attaquées, enfin, détruites, frappées, là, il y a 2 jours. L'Institut Pasteur en Iran, qui était là où étaient fabriqués les vaccins, est anéanti. Il n'y a plus de vaccins. La sidérurgie a été anéantie. Là, les universités, il y a 2 universités au moins à Téhéran qui ont été attaquées, anéanties. Un peu comme ce qu'Israël a fait à Gaza. L'université de Gaza a été ciblée dans la première semaine des attaques après le 7 octobre. Pourquoi est-ce qu'on attaquerait une université? Alors, on vient toujours dire, en Iran c'est pareil, que les Pasdaran, les gardiens de la révolution, étaient là, il y avait des tunnels, il y avait une base, mais bon, ça, je veux dire, ça marche plus, quoi, comme alibi à un moment donné. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit quand on prend du recul, se dessiner, c'est une volonté américano-israélienne de ruiner l'Iran pour mettre la main sur les réserves pétrolières et de gaz naturel qui sont quand même les plus grandes du monde, parmi les plus grandes du monde, et aussi pour, peut-être essayer de placer alors ça, là-dessus, Trump et Netanyahou divergent, je pense. Trump aimerait placer ou en tout cas négocier. Je crois que peu lui importe si la personne est issue du régime qui est déjà en place ou quelqu'un qui serait là. Je pense que là, j'ai l'impression que cette notion ou la différence entre les deux options ne le préoccupe pas beaucoup. On a vu combien il était préoccupé par le sort des Vénézuéliens une fois qu'il avait... Maduro a été kidnappé et emmené à New York. D'ailleurs, on se demande où il est, ce qui lui arrive. Plus personne n'en parle. C'est quand même hallucinant. Après, voilà, il a replacé un homme du même régime et terminé. On est passé à autre chose. Donc, j'ai pas l'impression du tout que la suite politique, l'avenir politique de l'Iran et la démocratie soit parmi les préoccupations des deux leaders mondiaux qui attaquent l'Iran. Ni d'ailleurs la liberté du peuple iranien, ni les exécutions, ni le sort des prisonniers politiques, ni rien du tout. Puisque le régime a commencé à exécuter malgré les attaques. En fait, ça n'a fait que renforcer le pouvoir du régime iranien, puisque c'est toujours malheureusement ça qui se passe en cas d'attaque étrangère. Il y a une sorte d'effet de resserrement autour du pouvoir en place. Oui, en effet. Et la difficulté vient aussi de là, parce que fin décembre, donc le 28 décembre, les rideaux du bazar de Téhéran se sont fermés. À partir de là, il y a eu un soulèvement, les gens étaient dans les rues. Les 8 et 9 décembre, en effet, il y a eu un carnage monstrueux fait par le régime iranien. On n'a pas encore le nombre exact des victimes, mais on parle de plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers. C'est très difficile d'établir un chiffre exact. Et ce n'est pas du tout pour minimiser les crimes du régime iranien, qui est vraiment monstrueux et dont il faut se débarrasser. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre donner, et c'est là où justement ils ont piégé une partie de la diaspora iranienne par la propagande, donner les moyens au peuple de se libérer lui-même ou prétendre qu'en bombardant et en arrivant par en haut, en amenant quelqu'un,
on arrive à libérer un peuple. Ça, à mon sens, ça ne marche pas. C'est comme vous ne pouvez pas libérer quelqu'un malgré lui, même pour une personne. Il faut toujours que ça vienne de la volonté intérieure. Le peuple iranien doit être acteur de son propre destin. Alors le fait qu'il n'y arrive pas parce que le régime est un régime criminel et très répressif, c'est une chose, mais ça ne justifie pas les moyens qui, soi-disant, sont employés en ce moment pour libérer le peuple. Ça, c'est pas une libération, ça. L'Iran a une société civile extrêmement productive. Il n'y a qu'à regarder le cinéma iranien, les films qui en sortent, la littérature, la musique, toute la création artistique qui est faite malgré la répression du régime par la société civile et les artistes iraniens et iraniennes, pour voir la vitalité de cette société. Donc il fallait et il faut lui faire confiance aussi, non pas le laisser, je ne dis pas qu'il faut laisser l'Iran mariner jusqu'à ce que les gens en viennent à bout les mains vides. Non, mais il y a peut-être d'autres moyens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. C'est comme si en fait quelqu'un est atteint d'un cancer, on laisse pourrir et le cancer est métastasé et on arrive à la phase terminale et là on dit bon alors on fait quoi maintenant, si on fait pas de chimio c'est terminé. Bon, on a laissé pourrir la situation en Iran en faisant des sanctions, en ne s'occupant pas des droits humains comme il fallait. La communauté internationale, j'entends, n'est pas intervenue comme il fallait depuis longtemps. C'est toujours préoccupé du business surtout, de faire du business avec le régime. Et donc, on arrive aujourd'hui dans un cul-de-sac où le régime est toujours là, toujours présent, toujours répressif, a le monopole sur l'économie aussi, et les gens, les Iraniens, n'ont rien entre les mains pour se battre. Donc, ils sortent dans les rues, ils se font tirer dessus, ils se font massacrer. Il faut trouver des moyens de les soutenir différemment, autrement que par des interventions militaires. Mais là-dessus, quand on en arrive là, il n'y a plus personne.